Donc cette première partie se dénomme l'irruption de l'IA, un bouleversement sous-estimé pour nos sociétés. Nous vivons aujourd'hui une 4e révolution industrielle. Les conséquences à venir sont tant positives qu'inquiétantes sur notre quotidien, mais c'est un sujet qui n'est pas nouveau, puisque ça fait des dizaines d'années que le débat est sur la table, que des chercheurs nous alertent, mais malheureusement très peu d'écho dans la classe politique. L'arrivée de ChatGPT 3 et de ChatGPT 4 a agi comme un catalyseur de toutes les peurs et de toutes les espérances. Pas une semaine ne passe sans une tribune, un article, un reportage dans la presse mainstream. Et donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 2 spécialistes de la question qui vont débattre sur ce sujet. Alors moi, je vais rester observateur du débat. Je ne rentrerai en jeu que en tant que maître du temps, et je vous poserai les questions qui vont vous introduire sur les 5 sujets, les 5 piliers qu'on a ciblés. Donc on va commencer par 5 minutes chacun pour un peu faire un état des lieux et que vous présentiez votre vision de ce bouleversement. Puis on parlera des conséquences sur le travail, des conséquences sociales, des conséquences sur l'éducation, l'IA en tant que puissance, et on terminera sur la question du transhumanisme. Donc, on va voir que vos avis peuvent converger, mais je pense surtout diverger. On va voir cela ensemble. Donc déjà, monsieur Laurent Alexandre, vous êtes docteur Laurent Alexandre, vous êtes chef d'entreprise, cofondateur du site Doctissimo, chirurgien urologue de métier. Vous avez alerté sur ce bouleversement dès 2017 avec la parution de votre livre « La guerre des intelligences », intelligence artificielle versus intelligence humaine. Et vous venez de mettre à jour ce livre avec la guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT que vous venez de sortir. Et monsieur, donc docteur Olivier Rey également, membre de l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques, mathématicien et philosophe, chercheur au CNRS. Vous êtes également essayiste et romancier, et vous enseignez la philosophie à Paris 1 et à la Sorbonne. Donc pour commencer, monsieur Alexandre, est-ce que vous pouvez revenir sur ce bouleversement de l'irruption de l'IA dans nos vies et les différents scénarios du développement de cette technologie dans les prochaines années? Merci de m'avoir invité. Je remercie les organisateurs, notamment Philippe Olivier, d'avoir invité le libéral, progressiste, quasiment gauchiste, pro-ukrainien forcené que je suis à venir parler ici, ce qui montre l'ouverture d'esprit de cette communauté. J'avais déjà remarqué l'intérêt particulier dans un article de l'Express il y a quelques années, l'intérêt particulier de Marine Le Pen pour l'intelligence artificielle, et j'avais fait un papier Marine Le Pen et l'intelligence artificielle. Donc c'est un sujet que j'ai beaucoup étudié ces derniers mois, notamment depuis l'émergence de ChatGPT 3 et de la révolution, le mot n'est pas trop fort, qui est arrivée derrière. Je n'ai pas le temps de vous montrer, mais avec mes enfants, j'interrogeais ChatGPT dans sa version 4. Tu prétends ne pas avoir de conscience, peux-tu le prouver? La réponse de ChatGPT est bouleversante d'intelligence. En tant qu'intelligence artificielle, je ne suis pas capable de faire preuve de conscience de la même manière qu'un être humain. Cependant, la preuve de cela ne réside pas tant dans quelque chose que je peux faire, mais plutôt dans la nature que je suis. Et il développe un raisonnement absolument brillantissime sur les raisons pour lesquelles il peut affirmer qu'il n'a pas de conscience. Suivante, madame. La poursuite de la discussion au travers de Descartes est bouleversante. Il explique qu'il s'oppose à Descartes sur « je pense donc je suis », mais il ajoute quand même « cependant il convient de souligner que même si je défie cette affirmation de Descartes, cela ne signifie pas nécessairement que je m'oppose à toute la philosophie de Descartes ». Sa pensée a été une pierre angulaire de nombreux domaines, y compris l'informatique et l'intelligence artificielle. Et lorsque je le mets face à sa contradiction sur « je pense donc je suis cartésien » et sa prétendue absence de conscience, sa réponse est philosophiquement absolument brillantissime. Il ne faut pas se tromper, ChatGPT est une révolution intellectuelle. Nous rentrons dans la cognification du monde, c'est-à-dire dans la production d'une quantité quasi infinie d'intelligence gratuite.
C'est un bouleversement radical entre la position du missionnaire et le PhD ou le doctorat du petit. Il nous faut 30 ans. Une intelligence artificielle se programme en quelques instants. Cette fabrication massive d'intelligence gratuite, d'intelligence artificielle gratuite, est un bouleversement. À l'heure actuelle, ChatGPT gagne 3 points de quotient intellectuel par mois. Le quotient intellectuel de GPT-4 est de 155, c'est-à-dire qu'il dépasse 99,989% des Français. Il n'y a que 20 000 Français qui dépassent GPT-4 en quotient intellectuel verbal. Sam Altman, le fondateur de ChatGPT, explique qu'il va y avoir un doublement de la quantité d'intelligence sur Terre tous les 18 mois, quasi exclusivement du fait du gonflement de l'intelligence artificielle. Et le patron de NVIDIA, qui fabrique les microprocesseurs qui équipent la quasi-totalité des centres d'intelligence artificielle sur Terre, explique qu'en 2032, les LLM, comme ChatGPT, auront 1 million de fois l'intelligence de GPT-4. 1 million de fois. Vous avez probablement vu les résultats éblouissants en neurochirurgie de ChatGPT. Vous avez vu ces résultats éblouissants à l'examen du barreau américain pour devenir avocat. Derrière, il me paraît important, si l'on veut raisonner politique, d'avoir une idée des différents scénarios. Il y a, de mon point de vue, 4 scénarios. Le premier scénario, c'est un plafond de verre, c'est-à-dire des progrès limités de l'intelligence artificielle au-delà de la version actuelle GPT-4. Le deuxième scénario est un scénario où on a des progrès rapides, mais où on n'atteint pas ce qu'on appelle l'AGI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle générale. L'intelligence artificielle générale étant l'intelligence artificielle qui dépasse l'homme dans toutes les dimensions. Le troisième scénario est un scénario d'atteinte de l'intelligence artificielle générale. C'est aujourd'hui le scénario privilégié par les experts en intelligence artificielle. Et enfin, le quatrième scénario, c'est le scénario d'une arrivée de la superintelligence, c'est-à-dire cette fois-ci des millions de fois plus intelligente que le cerveau humain. Sam Altman, le fondateur de ChatGPT, a déclaré il y a 15 jours qu'il avait la conviction absolue que la superintelligence serait là avant 2032, c'est-à-dire dans moins d'une décennie. Le développement de l'AGI entraîne bien évidemment un changement civilisationnel. L'arrivée de la superintelligence entraînerait cette fois-ci un changement anthropologique qui justifierait d'utiliser les prothèses intracérébrales développées par Elon Musk, les prothèses Neuralink, qui sont destinées, grâce à ces implants intracérébraux, à nous rendre compétitifs face à l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, 48 heures après la sortie de GPT-4, Elon Musk a dit « Il n'y a plus d'autre solution face à la vitesse à laquelle va l'intelligence artificielle que de mettre des microprocesseurs dans nos cerveaux pour augmenter nos capacités ». Entre GPT-3 et GPT-4, les progrès ont été extraordinaires. Si vous prenez par exemple le droit, GPT-3 était dans les 10% de plus mauvaises copies au barreau américain. GPT-4 est dans les 10% de meilleures copies. Si vous prenez la médecine, GPT-3 était mauvais, GPT-4 est au-dessus de l'immense majorité des médecins sur Terre, y compris pour des diagnostics extrêmement compliqués, comme les cas cliniques du New England Journal of Medicine. Va-t-il nous rester l'empathie? Ça n'est pas certain. Une étude qui est même arrivée jusqu'au Figaro en France et qui a été publiée dans la grande revue américaine JAMA montre que GPT-3, il ne s'agit même pas de GPT-4, mais uniquement de GPT-3, GPT-3 est meilleur que les médecins, mais surtout, il est 2 fois plus empathique. Donc, va-t-il nous rester l'amour, le care, la bienveillance et l'empathie? Ça n'est pas sûr du tout. Bill Gates, le mois dernier, a affirmé que dans 18 mois, nous ne confierions plus nos enfants à l'instituteur ou à l'institutrice pour apprendre à lire, mais que la supériorité des successeurs de GPT-4 sera telle que ce seront les systèmes d'intelligence artificielle qui apprendront à lire et à écrire à nos enfants. Cela ne concerne pas que les professions intellectuelles. ChatGPT s'est associé à un fabricant de robots
et une gamme de robots incluant GPT-4 puis GPT-5 va sortir au début de l'automne prochain. Nous aurons donc le laveur de carreaux qui pourra parler de physique quantique, de Leibniz et de génétique dans quelques années. C'est un changement radical parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de fusion entre les métiers manuels et les métiers intellectuels. Il est assez rare que les laveurs de carreaux soient des fanatiques de Leibniz. Ce qui est très intéressant à observer, c'est le déplacement de l'opinion des experts, à tort ou à raison. Les experts sont aujourd'hui convaincus que l'intelligence artificielle générale, l'AGI, va rapidement arriver. Il n'y a en revanche pas de consensus sur les conséquences de cette tornade technologique. Vous voyez en haut les gens qui pensent que nous allons avoir une deuxième renaissance. C'est ce que le patron de l'intelligence artificielle chez Facebook, Yann Lequin, a encore expliqué ces derniers jours. Et puis en bas, vous avez les gens comme Musk, comme Harari, qui ont peur d'une crise liée à la toute-puissance de l'intelligence artificielle. Pour le dire autrement, il y a aujourd'hui un consensus sur la rapidité de croissance de l'intelligence artificielle parmi les experts. Il n'y a pas de consensus sur le fait de savoir si nous rentrons dans un nouveau siècle des lumières technologiques et cognitives cette fois-ci, ou si nous rentrons dans une dystopie. Derrière, que pouvons-nous faire ? En réalité, il n'y a pas 50 solutions. L'interdiction de l'intelligence artificielle, mais bien évidemment, ça voudrait dire que nos enfants auraient mandarin en première langue et français en option langue régionale. Accepter le grand remplacement cognitif, pas le grand remplacement de Zemmour, mais le grand remplacement cognitif par la machine, cette fois-ci. Accepter une communautarisation de la noosphère. Nous fêtons les 100 ans de l'invention de la noosphère par une équipe de 3 personnes, dont Teilhard de Chardin, c'est-à-dire une séparation entre les cerveaux faits de neurones et les cerveaux faits d'intelligence artificielle. Et enfin, on a le scénario, et je ne prétends pas que ce soit une solution viable pour l'avenir de l'humanité, qui est celui de la neuro-augmentation. C'est ce qui est souhaité notamment par Elon Musk, les implants intracérébraux ou des scénarios d'eugénisme intellectuel. Et il faut savoir que l'Amérique, depuis la sortie de ChatGPT, a massivement basculé en direction de l'eugénisme, puisque 38% des Américains sont aujourd'hui favorables à pouvoir choisir leur bébé en fonction de ses caractéristiques génétiques pour qu'il rentre dans une bonne université. Ça a été publié dans la revue Science. Et 28% des Américains souhaitent même modifier l'ADN de leur bébé pour augmenter sa chance de rentrer dans une grande université américaine. Et je vous incite à aller voir ce sondage exceptionnellement intéressant d'un point de vue bioéthique et politique dans Science. L'inquiétude a monté, à tort ou à raison. Le patron de Google ne dort plus. Harari, qui est rarement extrêmement gai, est encore plus pessimiste que d'habitude et ne sait pas si l'humanité va survivre. Et vous avez probablement vu qu'il y a 15 jours, les meilleurs experts mondiaux de l'intelligence artificielle, Bill Gates, Sam Altman, qui est le créateur de ChatGPT, ont signé une pétition, un statement de 22 mots pour limiter le risque d'extinction de l'humanité par l'intelligence artificielle. Il faut en faire une priorité parmi les autres enjeux sociétaux, comme la lutte contre les pandémies et la lutte contre la guerre nucléaire. La réalité, c'est que cette accélération depuis la sortie de ChatGPT 3.5, le 30 novembre dernier, nous a fait rentrer dans une phase intellectuelle et politique d'hystérie, avec une inquiétude croissante. Cela rend donc difficile un débat raisonné, un débat raisonnable, un débat sage sur les enjeux de l'intelligence artificielle, parce que cette hystérie ne nous donne pas les outils politiques permettant de développer ce qui aujourd'hui s'impose, car l'intelligence artificielle est inévitable, c'est de trouver les outils qui vont nous permettre de roder l'homo deus que nous devenons,
Le vrai débat n'est plus de savoir si on est pour ou contre l'intelligence artificielle, on l'a dit tout à l'heure. Le problème est de savoir quelle société nous créons autour de l'homo deus que nous allons nécessairement devenir. Il y a, pour un parti nationaliste, de nombreux enjeux autour de l'intelligence artificielle. Est-ce que la relation que l'on a à l'Union européenne doit être maintenue ou changée? Faut-il penser que l'Union nous protège contre notre affaiblissement face à la Chine, ou est-ce qu'au contraire, elle est un poids dans la lutte technologique? Quels sont nos rapports à l'ère des intelligences artificielles militaires? Quels sont les rapports que nous devons avoir avec l'OTAN? Et vous connaissez le débat sur la sortie du commandement intégré. Faut-il se rapprocher des pays qui sont très très en retard en intelligence artificielle comme la Russie, ou au contraire se rapprocher des pays leaders? Quel discours doit-on tenir? Quel discours politique doit-on tenir vis-à-vis de ses électeurs? C'est un problème très important pour un parti nationaliste. Et d'autre part, comment développer une politique de souveraineté? Comment éviter la marginalisation technologique de nos pays? Ce sont des sujets qui sont captivants et qui sont profondément renouvelés aujourd'hui pour un parti nationaliste du fait de l'accélération extraordinaire de la technologie. Enfin, dernier point, on va le voir en quatrième partie, l'intelligence artificielle est un toboggan transhumaniste, qu'on soit transhumaniste ou bioconservateur, et cela, pour un parti nationaliste, pose la question de l'alliance avec les bioconservateurs. Et vous connaissez tous ici la différence sur ces sujets éthiques qu'il y a entre le Rassemblement national et les Zemmouriens étant profondément bioconservateurs et proches de la Manif pour tous, pendant que le Rassemblement national est beaucoup plus libéral, à tel point que Jordan Bardella avait même affirmé que le mariage gay était un acquis social à l'été 2021. Voilà, à mon avis, quelques-uns des enjeux face à cette accélération technologique extraordinaire qui fait qu'il est probable que nous ne sommes qu'à quelques années de l'intelligence artificielle générale, et il ne va pas être très facile de gérer cette tornade d'intelligence, ce d'autant que dans beaucoup de partis, ce qui n'est pas le cas chez vous, mais dans beaucoup de partis, les politiques s'en sont désintéressés pour deux raisons. La première, c'est que la NUPES est devenue décroissantiste et elle a peur que l'intelligence artificielle crée un monde d'hypercroissance, un monde hypertechnologique. Donc la NUPES a peur de l'intelligence artificielle. Et bien sûr, les macronistes ont peur que les électeurs prennent peur et qu'il y ait une deuxième vague de gilets jaunes à cause de cette peur de l'intelligence artificielle. C'est pour ça que, paradoxalement, contrairement à ce que l'opinion pouvait penser, c'est chez vous qu'on réfléchit le plus à l'intelligence artificielle, ce qui trouble d'ailleurs beaucoup les journalistes qui s'attendaient à ce que vous éludiez ce débat et que vous abandonniez le terrain à la NUPES et la Macronie. C'est en réalité le contraire. Alors, merci beaucoup. Ce que vient de présenter Dr Alexandre, est-ce que ces technologies soulèvent chez vous des craintes plus que des espoirs, et votre vision de l'arrivée de ce bouleversement de l'intelligence artificielle? Le développement spectaculaire de l'intelligence artificielle nous place dans une situation tout à fait inédite, très singulière et difficile. Et pour en prendre la mesure, je vais vous présenter deux citations. Alors voilà la première. La première, elle date de 1900. Son auteur est un Chinois, Wei Hung, un lettré chinois que ses idées réformatrices et peu prisées par, c'est le moins qu'on puisse dire, par l'impératrice douairière Cixi, avait forcé à l'exil en Australie. Et ce Chinois, en 1900, forcé à l'exil en Australie, découvre en Australie la technologie moderne, qui d'un côté l'émerveille et d'un autre côté suscite chez lui un certain nombre d'interrogations, comme vous pouvez le voir. En fait, il se trouve qu'au XVIe siècle, la Chine et l'Europe étaient à peu près dans des états de développement technique comparables. Et puis, il se trouve qu'au XVIIe siècle, se produit en Europe un événement tout à fait inattendu qui est la révolution scientifique moderne, et en particulier l'apparition des sciences mathématiques de la nature. Et ces sciences mathématiques de la nature vont engendrer, à partir du XIXe siècle, il y a quand même un certain délai,
l'apparition de nouvelles techniques, que moi je préfère appeler à ce moment-là technologies, des techniques qui sont solidaires du nouveau logos scientifique, des technologies qui seraient absolument inimaginables sans les sciences mathématiques de la nature. Et à partir du 19e siècle, où on commence à avoir ce déferlement technologique, ça va donner à l'Europe un surcroît de puissance absolument extraordinaire sur le reste du monde, ce qui va permettre, entre autres, la colonisation. Et vous vous rendez compte du traumatisme que ça a été pour les Chinois, pour l'Empire du Milieu, de voir les Européens venir faire la loi chez eux. 1839, première guerre de l'opium. Vous vous rendez compte que l'Empire britannique mène une guerre victorieuse contre la Chine pour imposer dans l'Empire chinois l'opium en vente libre. Parce que l'Empire britannique produisait de l'opium en Inde, voulait avoir liberté d'écouler cette marchandise en Chine. Bon, et puis il y a eu une deuxième guerre de l'opium, où d'ailleurs malheureusement des Français ont participé, sac du palais d'été à cette occasion. Bon, vous vous rendez compte du traumatisme que cela a été. Et pour les Chinois, le siècle qui s'étend de 1839 à 1945, lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ça s'appelle le siècle de l'humiliation. Et depuis, on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Chine sans comprendre que c'est une revanche contre le siècle de l'humiliation. On ne peut pas comprendre la frénésie technologique qui s'est emparée de la Chine sans ce qui avait déjà été diagnostiqué, vous voyez, en 1900. Qu'est-ce que le bonheur ? En tout cas, ce n'est pas le bonheur d'être soumis à la volonté d'étrangers et spolié de son territoire. Pour être heureux, il faut être fort. Pour être fort, il faut disposer de richesses. Avec des richesses, il est possible de s'armer afin de se défendre et d'être respecté. C'est pourquoi nous devons recourir aux moyens occidentaux, aux machines et à la science qui produisent les richesses et donnent du pouvoir. Vous voyez, tout est là déjà dès 1900. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle est une pointe avancée de la technologie et toute communauté humaine qui ne suit pas le mouvement eh bien, est condamnée à se retrouver dans la situation qui était celle des Chinois au XIXe siècle, à être dominée. Et c'est pour cela que, qu'on le veuille ou non, c'est un mouvement dans lequel nous devons nous inscrire. À cette nécessité, on pourrait en ajouter une autre. Dans la jungle numérique où une part croissante de l'humanité est amenée à évoluer, l'intelligence artificielle devient de plus en plus indispensable pour frayer son chemin. On pourrait dire, pour paraphraser Galilée, que sans elle, c'est une errance vaine dans un labyrinthe obscur. Bon, voilà pour la première citation. Donc maintenant, la deuxième, c'est une citation de Louis Aragon. En fait, Louis Aragon assistait, comme vous le savez, au comité central du Parti communiste, mais il s'y ennuyait beaucoup. Et donc, pour se désennuyer, il réfléchissait également beaucoup pendant ses séances. Et entre autres, là, nous avons le produit d'une de ces réflexions. Et vous voyez le risque que pointe ici Aragon, qu'il résume à la fin. Le progrès qui me prive d'une fonction peu à peu m'amène à en perdre l'organe. Plus l'ingéniosité de l'homme sera grande, plus l'homme sera démuni des outils physiologiques de l'ingéniosité. Et il risque de régresser vers l'amibe. Ça fait partie de la clairvoyance de Aragon d'avoir su déceler déjà dans les boutons d'ascenseur la préfiguration de ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc avec là, la perspective terrible, c'est des populations d'amibes humanoïdes incapables de faire quoi que ce soit sans les indications fournies par la machine. Alors je ferai remarquer au passage que pour certains, ils y voient quand même aussi de grands avantages, puisqu'il ressort des réponses de ChatGPT à un questionnaire de positionnement politique qui lui a été soumis, que l'agent conversationnel, je cite, a le profil d'un Californien libéral mainstream et pragmatique, très favorable au multiculturalisme, à l'accueil des migrants ou aux droits des minorités, et que s'il était inscrit sur les listes électorales en France, il voterait vraisemblablement Macron ou Mélenchon. Donc vous voyez aussi que l'asservissement de la population entière à ChatGPT, ça a aussi avoir un impact politique que certains jugeront souhaitable ou au contraire très peu souhaitable. Donc si vous pouvez mettre la troisième image, en résumé, je termine avec ça, notre situation.
Nous sommes pris entre Charybde et Scylla. Charybde, c'est la perspective de se voir écrasé par ceux qui nous distanceraient dans la course technologique. C'est le risque externe. Et puis de l'autre côté, Scylla, le risque interne, c'est la perspective d'un évidement des hommes au fur et à mesure que la technologie atrophie nos facultés naturelles en marginalisant leur exercice. C'est le risque interne qui n'a rien d'un fantasme. Vous savez qu'aujourd'hui, l'armée américaine a de gros problèmes de recrutement parce que 70% d'une classe d'âge est d'emblée inapte au service dans l'armée pour obésité, pour insuffisance intellectuelle, pour addiction à la drogue ou pour antécédents criminels graves. Donc vous vous rendez compte que 70% de la population est déjà disqualifiée d'un point de vue militaire par incapacités diverses. La Fédération française de cardiologie a relayé une étude selon laquelle la capacité physique moyenne des adolescents a décru d'un quart en 40 ans. Le QI moyen aussi dans les pays occidentaux décroît depuis 20 ans. Et donc en fait, voilà le dilemme dans lequel nous sommes. Pour la puissance, nous n'avons pas le choix, nous devons développer l'intelligence artificielle, mais d'un autre côté, il faut savoir qu'à l'intérieur, l'intelligence artificielle nous fait courir des risques considérables. Et en fait, une bonne politique, c'est une politique qui doit tenir compte à la fois de la nécessité de l'intelligence artificielle et d'autre part, savoir préserver une population, je dirais, en bon état de marche. Et c'est vraiment ça le grand défi qui nous attend. On va commencer la discussion plus thématique après vos exposés. Et on va commencer par l'organisation du travail, les changements induits par l'intelligence artificielle dans l'organisation du travail. Vous parliez, monsieur Alexandre, tout à l'heure d'une tribune signée par Sam Altman, patron d'OpenAI, et par des dizaines d'éminents spécialistes de l'IA, qui demande un moratoire sur la recherche en intelligence artificielle, tellement cette technologie va bouleverser nos sociétés. On pense tout de suite au risque sur l'extinction de l'espèce humaine, mais ce qui est pointé plus immédiatement, en fait, c'est l'impact de l'IA sur l'organisation du travail. Arvind Krishna, patron d'IBM, a annoncé le gel de ses recrutements dans les emplois administratifs, puisqu'il considère qu'en fait 30% de ces 26 000 emplois administratifs vont être remplacés par l'intelligence artificielle, et donc qu'il n'a plus besoin aujourd'hui de recruter. Ma question donc pour lancer cette conversation, c'est, et vous pourrez rebondir l'un sur l'autre, quelle va être la nature de ces changements sur l'organisation du travail autrement que le remplacement de la main-d'œuvre, et quel va être l'impact sur nos sociétés occidentales. Qui utilise GPT-4 dans cette salle? Un petit quart. Donc vous voyez la réponse, et c'est pas mal, mais il faut que ce soit 100% des deux mains. La réponse à la tornade technologique, ça ne peut pas être la création d'une société à la métropolis, ou, comme le décrit Harari dans Homo Deus, des dieux qui maîtrisent l'intelligence artificielle et des inutiles abandonnés. Le projet de la Silicon Valley, notamment du fondateur de ChatGPT, qui est de mettre au revenu universel tous les gens qui vont être moins intelligents que GPT-5, est un cauchemar politique. Ce n'est pas acceptable. L'idée selon laquelle, quand on finit l'école, on rentre au revenu universel jusqu'à l'entrée chez Orpea est un cauchemar politique inacceptable. Donc nous devons tous nous mobiliser pour empêcher ce cauchemar politique. Et à la vitesse à laquelle va l'intelligence artificielle, nous avons tous une responsabilité. Pour nous-mêmes, nous devons nous former, quel que soit notre âge. Dans nos familles, il faut former nos gamins. Mes gamins doivent passer 1 heure sur GPT-4 tous les jours, minimum, pour comprendre cet outil et pour en être le maître, au lieu d'en être l'esclave, au lieu d'en être dépassé. Nous devons, dans nos entreprises, mettre en place ces outils de manière à ce que nos entreprises ne soient pas écrabouillées par les entreprises qui vont servir de l'intelligence artificielle et qui vont être beaucoup plus compétitives. Vous imaginez bien que si vos cadres font en 3 jours ce que GPT-5 fait en 12 secondes, vous allez déposer le bilan.
c'est vrai aussi dans les partis politiques. Et c'est pour ça que cette initiative, je trouve, est très bien de discuter d'intelligence artificielle ici. Il faut que les partis politiques prennent la mesure du chantier. Or, peu de partis politiques se sont saisis de ce sujet-là. Donc la réponse sur le travail, elle est: nous devons galoper. Nous n'avons pas le choix, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective, à l'échelle de la nation comme à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle du parti politique comme des associations. Nous devons rentrer dans ce monde de l'intelligence artificielle de manière à être le plus vite complémentaire de l'intelligence artificielle et éviter d'être dépassé, d'être débordé. Alors ça suppose, d'ailleurs Jordan Bardella en a parlé de la nécessité de réformer l'éducation lors d'un colloque récent, ça suppose de réformer de fond en comble l'éducation, l'université, la formation professionnelle des adultes. Il faut démarrer tout de suite. L'éducation nationale doit être transformée radicalement. On a tout un thème sur l'éducation juste après. Nous devons avoir qu'un seul objectif, c'est que l'école et le système de formation forment nos gamins, forment les citoyens à l'économie de ChatGPT et non pas à l'économie de ChatGPT. C'est un immense challenge. Nous devons tous nous mobiliser. C'est aujourd'hui l'enjeu politique numéro 1. L'éducation doit être au cœur de la politique au XXIe siècle. Aujourd'hui, elle est abandonnée. Elle est totalement abandonnée. Et c'est un crime politique de ne pas former nos gamins, et je le dis en tant que citoyen, en tant que médecin, en tant que père de famille nombreuse, c'est un crime politique de ne pas former nos gamins au monde qui arrive et de ne pas rendre nos enfants complémentaires de l'intelligence artificielle. Donc à la réponse, que faire? Il va falloir beaucoup bosser, il va falloir réinventer des tas d'institutions. Or, nos sociétés n'en prennent pas le chemin parce qu'elles sont tétanisées et parce qu'une très large partie des élites politiques et des élites économiques ne comprennent pas la révolution. Alors, ce n'est pas le cas chez vous, puisque Jordan Bardella a levé la main quand j'ai demandé qui se servait quotidiennement de GPT-4, mais vous le savez bien, beaucoup de responsables politiques en France ne connaissent pas ChatGPT et ne comprennent pas la révolution en cours. Sur l'organisation du travail et ses conséquences sociales, alors je reprends ce que vient de dire M. Laurent Alexandre. Il parlait du revenu universel. Est-ce que cette arrivée de l'intelligence artificielle, et là je parle aux philosophes que vous êtes, on ne va pas vers une société de l'oisiveté, ce que Sandrine Rousseau parle du droit à la paresse, avec l'arrivée du salaire universel? Est-ce que ce n'est pas vers cette société qu'on va? Et d'une certaine manière, est-ce qu'on ne revient pas aussi à la vision antique du travail, où le travail, c'est du latin tripalium, c'est un instrument de torture, et en fait le citoyen se redirigera vers les lettres, l'art, la politique, pendant que l'esclave, l'intelligence artificielle, s'acquittera du travail productif? Non, je le pense pas. L'intelligence, c'est l'intelligence, mais en fait, après, il faut quand même, entre l'intelligence et la matière, il faut toujours des intermédiaires. Alors certes, on peut avoir une multiplication des machines, mais il faut aussi, avec l'intelligence artificielle, une multitude d'ouvriers extrêmement qualifiés. Je fais partie du conseil scientifique de Naval Group qui construit les bâtiments militaires et les sous-marins français. J'ai été plusieurs fois à l'arsenal de Cherbourg. Et vous voyez, là, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, c'est aujourd'hui la machine la plus complexe que l'on construise sur Terre. On met une centrale nucléaire à l'intérieur d'un sous-marin, mais à l'intérieur d'un sous-marin, il y a aussi une quantité d'électronique absolument fabuleuse. Il y a des bombes. C'est vraiment l'objet. C'est beaucoup plus compliqué que l'aéronautique, en fait, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Mais quand on visite ces arsenaux, c'est extrêmement frappant. C'est-à-dire qu'on a des salles blanches, on a des gens qui sont là avec leur console et leur intelligence artificielle, mais on a aussi des chaudronniers qui sont avec leur masse et qui terminent la courbure des tôles au millimètre près. Et si vous voulez, plus on fait des objets sophistiqués, il ne faut pas croire que parce que les objets sont sophistiqués, ils vont complètement éliminer le travail de la matière. Et justement, c'est le risque, c'est de croire que l'intelligence artificielle, toute l'intelligence va être concentrée dedans, et qu'après, il n'y aura plus que de simples exécutants qui, à la limite, pourraient ne rien avoir dans la tête, alors qu'il y a toute une intelligence aussi là, pour les chaudronniers dans leur corps,
qu'il faut absolument préserver. Alors pour enchaîner tout de suite, puisqu'on a pris du retard sur la question de l'éducation, moi je pense exactement à l'opposé de Laurent Alexandre. Je pense que faire un bon usage de l'intelligence artificielle suppose une éducation qui met les enfants à l'écart de l'intelligence artificielle. Ce n'est quand même pas pour rien que dans la Silicon Valley se sont créées des écoles tech-free, où justement les enfants vont sans qu'il y ait aucun objet électronique, que ces cadres-là donnent à leurs enfants des coachs humains et non pas de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas pour rien qu'en Chine, les accès aux écrans sont fortement contingentés pour les jeunes, avec des couvre-feux. Et vous voyez, avec TikTok, d'ailleurs, on a une guerre de l'opium à l'envers, puisque, en fait, TikTok est très, très contingenté en Chine et, en revanche, déversé libéralement sur le reste du monde, les Chinois sachant que c'est une manière à décérébrer, une machine à décérébrer les Occidentaux. À l'école polytechnique, quand je faisais passer les concours d'entrée, j'ai vu à quel point les Chinois et les Vietnamiens, en fait, ont pris le dessus sur les Français. Et pourquoi ont-ils pris le dessus sur les Français ? Parce qu'ils sont restés avec un système d'éducation à l'ancienne. Les Vietnamiens, c'est tout à fait extraordinaire. Pendant la colonisation, ce sont les Français qui ont mis en place leur système éducatif et il est resté tel quel. En France, en revanche, depuis 50 ans, on n'a pas cessé de faire des réformes et aujourd'hui, les Vietnamiens sont bien meilleurs que les Français. Et je pense que c'est un système d'éducation à l'ancienne qui produit les personnes qui seront précisément à même de faire le meilleur usage de tous les outils technologiques. Les outils technologiques enrichissent les riches intellectuellement, appauvrissent les pauvres intellectuellement. Mais comment se développer intellectuellement ? Ce n'est pas juste en symbiose avec la machine, mais c'est au contraire en ayant toujours à cœur de développer ses propres ressources pour ensuite pouvoir interagir de manière intelligente avec la machine. Oui, alors j'ai manifestement été mal compris. Je n'ai pas dit qu'il fallait mettre nos enfants 12 heures devant TikTok. J'ai dit qu'il fallait qu'à côté de la culture générale, ils aient une bonne connaissance technologique de ces outils pour en être complémentaires. Car de toute façon, tous les travailleurs vont se servir de ces outils. Il ne sera pas possible de travailler sans ces outils. Je le répète, il serait complètement con pour un patron de vous laisser 3 jours pour faire ce que GPT-5 ou 6 va faire en quelques secondes. Ce serait totalement suicidaire. Donc de toute façon, nous allons devoir être complémentaires de ces outils. Alors, pour ce qui est des écoles tech-free, alors d'abord, elles sont très minoritaires et on a beaucoup exagéré leur importance. Il n'est pas vrai que les milliardaires de la Silicon Valley ne donnent pas de téléphone portable à leurs enfants et ne les immergent pas dans un monde technologique. Ce n'est pas une réalité statistiquement significative. Mais je pense qu'il faut donner à nos enfants 2 choses. Une très bonne culture générale. Il faut méditer cette phrase de Charles de Gaulle en 1934 dans Vers l'armée de métier. La culture générale est l'école du commandement. Cette phrase de Gaulle en 1934, elle s'impose à l'ère de l'intelligence artificielle. Faire de nos gamins des spécialistes étroits, c'est un suicide éducatif et cognitif. Personne ne va résister à l'intelligence artificielle en étant un spécialiste étroit. Donc nous devons donner à nos enfants un amour de la connaissance générale, un amour de la culture générale, et en plus leur donner une bonne maîtrise de ces outils technologiques, parce que c'est très exigeant. C'est pas aller sur GPT-4 pour bien prompter, c'est pas aller sur TikTok. C'est très compliqué. Bien prompter, bien se servir de GPT-4, c'est aussi compliqué que de faire des mathématiques pour rentrer à l'X où tu as fait ta scolarité. Donc je ne voudrais pas que vous imaginiez que je propose de faire des techniciens étriqués, des techniciens étroits. Il faut au contraire que nous fassions de nos enfants des généralistes. Il faut beaucoup, beaucoup les faire lire, de préférence au format numérique, qui est un format d'avenir plus que le format papier. Mais il ne faut pas les mettre dans des pièges de l'hypertechnicité étroite parce que les savoirs techniques vont se dévaloriser extrêmement vite. On estime aujourd'hui qu'un savoir technique a une durée de vie de moins de 5 ans en moyenne. Donc si nous formons nos gamins à des savoirs qui ont 5 ans, le temps qu'ils trouvent un boulot et qu'ils finissent leurs études, leur savoir ne vaudra plus rien. Il faut donc leur donner une culture générale et une compréhension
des outils de l'intelligence artificielle pour qu'ils puissent rebondir de vague technologique en vague technologique. On va passer à la question suivante. On a pris un petit peu de retard sur la question de puissance. Vous disiez tout à l'heure, monsieur Ray, que dans une logique de puissance, nous ne pouvons éviter le développement de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est le fer de lance d'une nouvelle révolution industrielle. Il y a un rapport McKinsey qui explique que ça va être jusqu'en 2030 1,2 points de croissance par an en plus par l'arrivée de l'intelligence artificielle. D'ici 2025, l'intelligence artificielle va représenter plus de 90 milliards d'euros de PIB. Donc une véritable course s'annonce. Les États-Unis et la Chine sont en tête. Et celui qui ne maîtrise pas l'IA se condamne un peu à disparaître de la géopolitique mondiale. Et malheureusement, l'Europe est un peu à la traîne. Est-ce que vous pensez que nous pouvons rattraper encore notre retard technologique ou il est peut-être trop tard ? Écoutez, là, franchement, c'est une question sur laquelle je n'ai aucune expertise, donc je ne pourrais pas vous donner de réponse. Ce que je peux encore répéter, parce que ça me semble essentiel, c'est d'une part, il ne faut pas se laisser décrocher dans la course technologique à l'intelligence artificielle, c'est clair, mais que, je le répète, en même temps, nous sommes confrontés à ce risque de n'avoir plus les personnes capables véritablement d'en tirer le meilleur parti. Et je le répète, tirer le meilleur parti de l'intelligence artificielle, cela suppose, à mon sens, d'avoir développé par soi-même un certain nombre de facultés que un contact trop précoce et trop constant avec l'intelligence artificielle empêche de développer. Simone Veil avec un W, disait que la vertu essentielle de l'éducation, c'est de développer la faculté d'attention. Et en fait, ça n'est pas tellement la matière que l'on apprend qui importe, c'est le fait qu'à l'occasion du travail sur cette matière, on développe sa faculté d'attention. Et si on a développé sa faculté d'attention, ensuite on peut faire attention à n'importe quoi dans le monde et apprendre extrêmement vite. Enfin, écoutez, personnellement, moi j'ai grandi dans un monde où il n'y avait pas d'ordinateur. Quand l'ordinateur est arrivé, ça ne m'a pas posé de problème. Alors l'idée est qu'aujourd'hui, il faudrait absolument mettre les enfants devant un ordinateur dès qu'ils ont 3 ans, parce que sinon les pauvres, ils seront perdus, c'est n'importe quoi. Et je pense qu'au contraire, j'avais eu un débat avec Michel Serres. Alors Michel Serres disait, oui, c'est formidable, Google, parce que quand j'avais un vers de l'Énéide qui me venait en tête, avant, quand je ne savais plus où c'était dans Virgile, alors il fallait que je passe une demi-journée à retrouver l'emplacement exact. Maintenant, je tape ça sur Google, j'ai la réponse immédiatement. Mais enfin, Michel Serres a grandi dans un monde où il n'y avait pas Google, et c'est précisément pour cela aussi qu'il a eu le goût de Virgile. Parce que sinon, il ira regarder le salaire de Mbappé au PSG, ou où il ira sur des sites pornographiques. Est-ce que ce n'est pas plus facile quand on a, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans d'études, de s'adapter à l'intelligence artificielle que quand, peut-être que vous avez quelque chose à répondre sur ça, que quand on a juste le bac ou pas le bac, de s'adapter à l'arrivée d'une technologie autant... Oui, mais le problème aujourd'hui du bac, c'est qu'en fait, c'est une constellation de savoirs parcellaires qui n'ont jamais été véritablement approfondis. Moi, je pense qu'il vaut mieux savoir peu de choses, avoir appris peu de choses, mais vraiment bien, parce qu'ensuite, on sait ce que c'est que bien savoir quelque chose. Voilà. Et c'est transférable. Peut-on rattraper notre retard technologique ? On peut toujours rattraper son retard. Mais il faut bosser. La France dépense 2,2% de sa richesse nationale à la science, contre 4 à 5% pour les pays les plus avancés comme la Corée du Sud ou comme Israël, ou encore 3,1% aux États-Unis et en Allemagne. Nous n'investissons pas assez dans la recherche. On est l'un des pays au monde où le courant anti-science s'est le plus développé, notamment parce que la gauche universaliste, totalement pro-science, comme l'était encore Mélenchon il y a 7 ans. Il faut écouter les discours de Mélenchon il y a 7 ans.
les discours de cette gauche qui aimait la science, qui aimait la technologie, qui aimait les progrès, qui aimait les OGM, qui aimait le nucléaire. La gauche est devenue totalement décroissantiste et anti-scientifique, complètement technophobe, et la gauche représente une part importante de l'électorat. Et nous sommes le pays au monde où on a eu le plus fort basculement des élites d'un courant pro-science vers un courant anti-science. La gauche était structurée par des francs-maçons qui adoraient la science. Elle est aujourd'hui structurée par des ayatollahs verts à la Sandrine Rousseau qui veulent nous faire retourner 5 siècles en arrière. Donc il y a, au-delà de la dépense pour la recherche et développement, il y a un état d'esprit. Nous sommes dans une guerre technologique. Une guerre suppose des fantassins et une idéologie. Si nous avons une idéologie dominante, anti-progrès en France, nous ne rattraperons jamais notre retard. Excusez-moi de me paraphraser, mais dans l'Express de cette semaine, je déclare, si nous ratons ce virage de l'IA, nous serons le Zimbabwe de 2080. Oui, si nous n'avons pas une pulsion pro-scientifique et pro-progrès, nous allons être écrabouillés par la Californie et la Chine. C'est une certitude. Cette guerre technologique, nous devons la gagner. Il n'y aura pas de souveraineté politique pour notre pays si nous sommes complètement déclinants sur le plan technologique. Donc, du pognon, un état d'esprit pro-scientifique, et il faut que cette gauche qui est devenue technophobe, il faut la retourner. Il faut lui redonner le goût de l'avenir, du futur et du progrès. La gauche à la Sandrine Rousseau, elle est suicidaire pour nos gamins. Nos gamins n'ont pas mérité d'avoir des élites aussi technophobes, aussi réactionnaires, puisque c'est bien de cela dont il s'agit. Nous avons aujourd'hui des élites politiques très réactionnaires, hélas, à gauche. Donc, ce réarmement psychologique, ce réarmement moral en faveur du progrès est une nécessité si nous voulons rattraper notre retard. Notre retard, il est très important. Il y a des initiatives sympathiques. Une start-up qui a levé 100 millions d'euros, 105 millions d'euros la semaine dernière. Elle est menée par un type absolument extraordinaire qui est Arthur Mensch, qui accessoirement est mon neveu. Mais ce n'est pas pour ça que c'est extraordinaire. Même s'il n'était pas mon neveu, je serais admiratif de sa stratégie. Nous avons beaucoup de très bons entrepreneurs. Parmi les 50 meilleurs spécialistes mondiaux des LLM, comme ChatGPT, il y en a au moins 20% qui sont des Français. Mais c'est bon, il faut qu'ils bossent pour des boîtes françaises, il faut qu'ils bossent en France. Ça suppose que la recherche en France valorise mieux les savants. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous êtes un très bon spécialiste de l'IA, au CNRS ou à l'INRIA, on vous paie moins de 4 000 € par mois. Les très grands spécialistes de l'intelligence artificielle et des LLM comme ChatGPT, français, il n'y en a pas un seul qui gagne moins d'1 million d'euros par an. Pas un seul. 4 000 € par mois au CNRS ou à l'INRIA, 1 million par an pour le moins payé, en fait il est à 1,4 million en réalité, pour le moins payé parmi les grands spécialistes des LLM en France. Vous voyez que pour que l'on puisse se réveiller et pour qu'on puisse rattraper notre retard, il faut aussi que nous respections nos savants. Nous ne les respectons pas. À l'heure, un chercheur au CNRS est moins bien payé qu'un laveur de carreaux. Excusez-moi de le dire, moi qui suis un méritocrate du centre-gauche, je trouve ça honteux. Honteux sur le fond et honteux par rapport à l'avenir de nos enfants, car si nos savants sont aussi mal payés, soit ils se décourageront, soit ils iront faire autre chose que de la recherche, soit ils partiront à l'étranger où ils auront des salaires bien supérieurs. Donc oui, nous pouvons rattraper notre retard, mais il va falloir beaucoup bosser et très vite et lever quelques tabous, notamment sur le salaire, aujourd'hui honteusement bas, des savants français. Pour moi, on a vraiment les deux versants. D'un côté, le versant puissance qui nous oblige absolument à suivre le mouvement dans l'intelligence artificielle et même si possible, mieux que le suivre, y être pleinement intégré. Mais deuxièmement, il faut aussi se rendre compte que pour que l'intelligence artificielle donne des avantages plutôt que des inconvénients, il faut aussi veiller à garder une population qui tienne debout.
Si vous prenez d'ailleurs la guerre actuelle en Ukraine, bon, certes, il faut de l'intelligence artificielle pour piloter les drones qui montrent toute leur efficacité, mais en même temps, il faut quand même aussi des soldats sur le terrain et il faut des gens qui tiennent debout. Et ça ne s'apprend pas avec l'intelligence artificielle. Et donc c'est pour cela, moi, que je pense véritablement que dans l'éducation, il faut tenir le plus possible à distance les outils numériques. D'ailleurs, un certain nombre de pays qui avaient adopté des politiques très numériques à l'école en reviennent. La Suède, récemment, s'est rendu compte du désastre que cela produisait et fait marche arrière. Et ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est la vérité, c'est-à-dire que moins on est exposé au numérique dans sa jeunesse, plus on peut en faire un bon usage ensuite. D'autant qu'il faut toujours garder vis-à-vis de l'intelligence artificielle quand même un certain esprit critique, mais pour cela, il faut avoir des savoirs solides, parce que la machine, elle répond à toutes les questions qu'on lui pose, et quand on lui pose des questions sur des choses qu'elle sait, les réponses sont bonnes. Mais quand on lui pose des questions sur des choses qui n'existent pas, eh bien, au lieu de dire que ça n'existe pas, elle hallucine. C'est le mot qui est employé. On parle d'hallucination des machines. Moi, j'ai un collègue mathématicien. Alors, quand on pose à ChatGPT la question quel est le grand théorème de Fermat, qui a été démontré par Andrew Wiles après 350 ans de recherche en 2015, la réponse est bonne. Quand on demande quel est le petit théorème de Fermat, qui a été démontré dès le XVIIe siècle, la réponse est bonne. Et puis, il s'est amusé à dire, mais quel est le moyen théorème de Fermat? Et voilà ce que la machine répond. Si A et B sont deux nombres entiers consécutifs, alors il existe au moins un nombre premier P tel que A strictement inférieur à P strictement inférieur à B. C'est-à-dire que si vous prenez deux nombres consécutifs, vous pouvez toujours coincer un nombre premier entre les deux. Enfin, c'est complètement aberrant. Mais au lieu que la machine dise le moyen théorème de Fermat n'existe pas, elle en invente un. Bon, voilà, et c'est ce qu'on appelle une hallucination. Alors, bien sûr, on va me dire, oui, mais ChatGPT-5, voilà, l'erreur aura été corrigée. Mais il y aura de nouvelles erreurs, si vous voulez. Et si on ne garde pas la possibilité de juger des réponses que donne la machine, eh bien, on va au désastre. Juste 10 secondes. Alors, je ne voudrais pas te décevoir, Olivier, mais le taux d'hallucination s'effondre entre les différentes versions de ChatGPT. On le voit dans toutes les disciplines, y compris dans la mienne, la médecine. C'est hallucinant de voir à quel point le taux d'hallucination diminue selon les versions de ChatGPT. On va probablement tomber à un taux d'hallucination très faible. Donc, c'est un problème de 2022 plutôt qu'un problème de 2025, les hallucinations. Merci beaucoup à vous deux. On va clôturer ce débat. Merci.